95% de nos actions sont dirigées par notre inconscient. Ça fait bien flipper, mais c'est une réalité. Et en même temps, ça permet de comprendre et ça donne de l'espoir en fait sur tout le chemin disponible pour changer les choses. Parce qu'en fait, maintenant on le sait, aujourd'hui on le sait tout ça, que l'inconscient effectivement stocke des traumas, stocke tout ce qui a été mis en fait pour des raisons de survie à un moment donné de l'enfance ou de jeune adulte ou même des traumas d'adultes, hein, de choc émotionnel, de deuil, de chagrin, d'épreuves en fait, vont être mises dans la boîte noire de l'inconscient pour juste être en mode survie, parce que sinon, en fait, on n'y survivrait pas, hein. Notre cœur, il exploserait. Alors, on a des dégâts quand même, hein, physiques. On a des dégâts sur le système nerveux qui devient complètement dérégulé. On peut déclarer des maladies, etc. Mais quand même, on survit. Mais tous ces traumas, ils restent dans notre inconscient. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh ben, effectivement, c'est un gros problème, parce que comment régler quelque chose dont on n'a pas conscience? Et c'est pour ça que je dis toujours que l'éveil, ce que j'appelle l'éveil, c'est-à-dire vivre en conscience, hein, devenir conscient, il y en a même qui disent ultra conscient, eh bien, c'est la clé de tout. Oui, mais comment faire? C'est pas évident, justement. Alors oui, il y a des techniques, effectivement, c'est là que l'hypnose peut être intéressante, mais ça marche pas chez tout le monde non plus. Ça marche une grande partie des personnes, mais justement, si on a eu des traumas et que notre système nerveux est vraiment très dérégulé et qu'on a eu l'habitude, qu'on s'est construit sur du contrôle, en contrôlant les choses, en aimant tout blinder, ou si on s'est mis dans des dénis, voilà, eh bien, on va avoir du mal aussi à accéder. Et c'est là que la numérologie est géniale, parce que la numérologie, elle n'a pas d'ego, voilà, elle n'a pas de conscient, il n'y a pas d'inconscient. Et c'est là où ça peut faire flipper aussi, parce qu'on se dit, waouh, c'est comme si tout est écrit, mais pas écrit en même temps. Comment dire? Notre âme, elle choisit une mission. Avant de s'incarner, on vient faire cette expérimentation, cette incarnation, en choisissant nos parents, notre famille, etc. Donc ça, déjà aussi, quand on le sait, ça permet beaucoup plus de comprendre les traumas, les douleurs de l'autre et de pardonner. Pardonner ne veut pas dire excuser, ne veut pas dire oublier, hein. Je fais cette petite parenthèse parce que souvent, c'est mal compris. Et chacun est libre de faire comme il veut. Mais en tout cas, pour celui qui a envie de le faire, c'est d'une grande... Pour moi, c'est le pardon, pour moi, c'est la vraie liberté. Voilà. Parce qu'on n'est plus attaché par une rancœur, je fais une parenthèse, je voulais pas vous parler de ça à la base, mais par une rancœur, par une douleur, par une colère, par un ressentiment. Voilà. Et pour moi, c'est un acte, mais d'extrême puissance, justement, d'arriver à pardonner. Ce n'est pas du tout un acte vulnérable ou faible. Pour moi, ce qui est faible, c'est de rester dans sa colère, dans son ressentiment, dans son aigreur. Voilà. Parce que, bon, tout ça, ça fait pas avancer, comme on dit. Mais en tout cas, là où c'est génial, c'est que, en fait, par contre, on a toujours quand même à un moment donné notre libre arbitre. Donc, on a notre libre arbitre, en fait, parce qu'on a oublié entre-temps. Donc, on ne sait pas notre âme ce qu'elle a choisi quand elle s'est incarnée. On choisit, mais ensuite, quand on acte notre naissance, on a tout oublié. Donc, en fait, on ne sait plus dans quelle galère on s'est mis. J'aime bien, avec une copine, on dit toujours que quand on était là-haut et qu'on a choisi la mission, on était bourré, c'est pas possible. Voilà, bon, c'est une petite joke. Mais, voilà, je t'ai coupé. Donc, on a notre libre arbitre, bien sûr. Après, on fait comme on veut et on fait pendant toute une partie de la vie, en fait, on ne sait plus ce qu'on a choisi. Donc, des fois,
on erre à droite, à gauche et tout, mais en fait, c'est pas grave parce qu'on dit que ça fait partie du chemin. En fait, ça fait partie de l'expérimentation de la vie, que rien n'est perdu, que tout sert, tout est expérimentation, expérience, mais sauf que moi, je dis tout le temps, quand on dit ça, ben ouais, ben, sauf que quand tu galères bien ou que tu as beaucoup souffert de certains trucs, ben tu t'en passerais bien. Mais bon, quand même, ça fait partie de l'expérimentation de la vie. Voilà. Euh, Voilà, donc on a notre libre arbitre de relever le défi plus ou moins de ce qu'on a choisi, parce que je crois que quand on est de l'autre côté, là-haut, enfin que notre âme, elle ressent pas la densité terrestre et comment dire, et je pense qu'elle oublie, en fait, quand on meurt et entre deux incarnations, je pense que tout redevient amour, en fait, amour inconditionnel. Évidemment, là-haut, il n'y a plus les rancœurs, les machins, les trucs. Je pense à ce niveau-là, mais c'est quand on se réincarne au niveau de vraiment cette densité déjà cette violence déjà de la naissance, hein, parce qu'il y a les 9 mois de gestation, puis cette naissance, ça peut être vraiment compliqué pour certains bébés, certains enfants et tout, cette souffrance déjà de naître. Par exemple, moi je sais que je suis née étranglée. Quand tu nais déjà étranglée ou en insuffisance respiratoire, ou autre, où ça peut vraiment impliquer des peurs et des grandes... voilà. Euh, Ensuite, dans notre corps physique, il peut y avoir des maladies, des souffrances, des douleurs, etc. Il y a cette densité de l'incarnation qui revient. Et là, c'est là que des fois je dis, en fait, on avait un peu sous-estimé ce truc-là. Et là, pour le coup, on est bien dans le concret. Et on est lié à tous nos traumas, à toutes nos blessures et à notre émotionnel. C'est ça le problème. Alors ça ne concerne pas tout le monde n'est pas hypersensible. Il y en a même justement qui le sont tellement qu'ils l'ont coupé, cet émotionnel, et qui sont complètement dans une... dans dans un étau, qui ont complètement coupé leurs sensations, même au niveau de leur corps, pour ne pas ressentir, pour se blinder. Mais il n'empêche que ici, c'est très très dense et que on a accès par la volonté, effectivement, que peut-être à 5%. Quand on te dit des fois, il suffit, moi je pensais ça quand j'étais jeune, hein, quand tu veux, tu peux. Et moi j'ai toujours aimé penser, c'est sûrement mon côté, mais hyper idéaliste, qui pense ou qui dit toujours que tout est possible. Parce qu'en fait, moi j'ai ce besoin de liberté. Et comme j'ai ce besoin de liberté, j'aime à croire que vraiment tout est possible et qu'on peut tellement réaliser de choses et qu'on est tellement plus. Mais ça, c'est mon côté idéaliste qui pense ça. Parce que mon côté dans la matière vraiment concret, lui, il était en manque complet de capacité. Où je pensais que les autres, peut-être, pouvaient réaliser tout ce qu'ils voulaient, mais genre pas moi, en fait. Une fois de plus, c'était pas conscient. Voilà. Il a fallu que je fasse un gros travail sur moi pour me rendre compte que tout ça, c'était pas conscient du tout, en fait. Parce qu'on s'habitue dans tout ce qui est inconscient, c'est notre normalité. On a été élevé comme ça. Et comment dire, ça fait partie de nos croyances. Et donc, jusqu'à temps qu'on les remette en question et qu'on fasse ce fameux éveil, qu'on devienne justement conscient, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on était inconscient, en fait. Et qu'on était, comment on dit, qu'on était manipulé complètement par notre inconscient, par nos blessures, par nos croyances limitantes, plus le transgénérationnel, tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on a hérité de l'éducation, tout ce qu'on nous a inculqué par la société, par les parents, par l'école, ça en fait des trucs qui ne sont pas à nous. Hein. Voilà, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment donné, par contre, quand tu le sais, tu te rends compte de l'infini des possibilités de pouvoir changer les choses. Alors au début, c'est un peu, on peut avoir de la culpabilité de tout ce qu'on s'est pas rendu compte et de toute cette période justement où on a acté, où on a réalisé beaucoup de choses en fait comme en pilote automatique. Et effectivement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de me dire, en revisionnant des périodes de ma vie, on me dit mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu m'engager dans ce travail ou dans cette relation? Mais limite, c'était une dualité vraiment quand même assez souffrante parce que
Je me disais, mais comment c'est possible? C'était tellement pas moi en fait. Et bah, l'histoire des 95%, ça permet de comprendre. En fait, on a notre libre arbitre. Par contre, euh, quand on se retrouve, je sais pas, à 8 ans, 10 ans, 15 ans, en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On est sous le contrôle. Et pour le coup, là, c'est pas une théorie complotiste, mais on est sous le contrôle des injonctions et de la société, de l'éducation, de l'école, des frères et sœurs, des parents, des voisins, des grands-parents, de la société, de la religion. Putain, ça en fait un paquet de, de trucs à porter, quoi, en fait. Et qui en est nous, une fois qu'on enlève tout ça? Une fois que tu enlèves tout ça, toutes ces injonctions sociétales, familiales, et puis, je dirais, karmiques, et puis transgénérationnelles, ben, en fait, toi, t'es qui? Et ça peut. C'est pour ça qu'on parle souvent de la crise de la quarantaine, en fait. Hein. C'est pas une crise juste, pourquoi on a envie de divorcer, de changer de vie, tati tata. Des fois, les enfants ont grandi. Non, c'est une véritable crise identitaire, en fait. Alors, ça peut arriver à tous les âges. Hein. Moi, je vois des jeunes à 27 ans, par exemple, ou même des plus jeunes, hein, à 22 ans, où je suis hyper admirative, qui ont tout compris, enfin, qui ont tout compris, qui ont fait leur réveil. Ce sont des personnes qui vivent conscientes déjà à 22 ans ou à 27 ans et tout. Et je me dis, waouh, moi j'ai attendu presque 40, plus de 45 ans pour faire un burn-out, pour faire une lumière de l'âme, pour peut-être enfin, commencer à devenir un peu consciente. C'est quand même un truc de dingue. Jusque-là, je n'avais aucune idée, aucune connaissance. Je n'avais absolument pas capté en fait que toutes nos actions était dirigé par notre inconscient et que notre inconscient était dirigé par nos traumas et nos blessures. Je n'avais aucune connaissance de ça. Pourtant, je suis assez curieuse, assez ouverte, je m'intéresse à pas mal de trucs, mais c'est énervant cette lumière. Ah, ça fait contre-jour. Donc, voilà, ça, c'est un truc. Pourtant, j'avais plein de trucs qui n'allaient pas dans ma vie. Je cherchais plein de réponses. Mais pendant longtemps, j'étais justement comme une victime. Voilà, j'étais un peu une victime de la vie, victime des gens, victime des hommes, victime des situations, victime de non-reconnaissance. J'étais victime de tout, donc je me posais pas plus de questions que ça. Euh, il m'a fallu vraiment un très très gros chagrin d'amour pour vivre, pour cracher quoi en fait. Pour cracher et pour faire une heure de l'âme, j'en ai fait deux en 2 ans. Et vraiment, c'est ça qui m'a. En fait, notre problème, c'est l'ego. Dans tout ça aussi, il y a notre problème, c'est l'ego. Notre ego, il est là pour nous protéger. Donc, toujours pareil, les traumas, l'enfance, les traumatismes, les blessures, etc. Qu'est-ce qui nous permet aussi de survivre? Il y a l'histoire du déni, mais il y a aussi l'histoire de l'ego. Voilà. Donc, notre plus grande bataille dans cette incarnation, c'est d'arriver à l'ego, pas complètement le virer, parce qu'on en a besoin, hein, parce que sinon, c'est pareil. On a besoin quand même un petit peu, hein, à ne pas confondre l'ego et l'orgueil. Hein, voilà, parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes fonctions. Mais par contre, que ce soit pareil, que ce soit pas notre ego qui nous mène la danse. Hein, parce que si jamais on devient conscient et qu'on accède à tout plein de choses, et puis qu'on a encore l'ego qui mène la bataille, et qui nous mène comme une marionnette, là, tu vois, comme un pantin, voilà, c'est ça. C'est cette impression, en fait, d'avoir été un pantin de soi-même, de ses ombres, en fait. Et tu te dis, mais merde alors. Et par contre, quand on se rend compte de ça, bon, on se dit, il y a du boulot, parce qu'en fait, il faut tout remettre en question. Les fameuses croyances limitantes, tout ce qu'on s'est cru, tout ce qu'on a entendu, tout ce à quoi on croit, et qui régit encore notre présent, donc notre futur. Et ça, ben, il y a du boulot sur la planche. Et par contre, ce qui est génial, ce que je voulais vous dire à la base, c'est que dans la numérologie, on voit tout. C'est ça que je trouve, et c'est pour ça que moi j'ai adhéré, et c'est ça qui m'a tellement libérée. C'est un outil de libération, la numérologie karmique, incroyable.
Parce que du coup, avec l'histoire du karmique, on voit les nombres sacrés, on voit les nombres karmiques, on voit ce qui a pu arriver, on voit de quel côté, si c'est sur des lignées, on voit si le karmique est lié à d'autres transgénérationnel ou pas. Après, il y a des thèmes qui n'ont pas du tout de karmique, voilà. Mais en général, moi, je sais que c'est pas des gens que j'attire à moi. Moi, j'attire des gens qui ont des thèmes un peu comme les miens, un peu compliqués, avec quand même pas mal de trucs. Et je suis super contente de pouvoir donner cette lecture-là aux personnes et de pouvoir les aider, parce que c'est un chemin que je connais. Et du coup, j'ai des pistes à leur donner. Et du coup, je pense pouvoir être un soutien pour eux. Et comme je dis, j'ai vraiment j'ai vécu ça. Donc déjà, j'ai de l'empathie pour ce qu'ils ont pu vivre ou qu'ils sont en train de vivre. Ensuite, je connais. Et troisièmement, du coup, je peux vraiment leur assurer que c'est possible d'en sortir et que tout ça, ça se libère en fait. Hein, c'est ça, c'est de donner de l'espoir. Parce que moi, pendant longtemps, de l'espoir, j'en ai pas du tout eu, en fait. Et ça, c'est terrible. Ça, je trouve que l'espoir, c'est... Quand t'as plus d'espoir, c'est de rien. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui passent de l'autre côté, qui font l'acte fatal, fatidique. C'est que vraiment, il n'y a plus d'espoir. C'est difficile. Voilà. Donc moi, j'ai à cœur de redonner de l'espoir aux gens, mais pas en leur racontant des conneries, parce que je suis assez cash et j'aime bien dire vraiment les choses, les vérités. Hein. Je suis très, d'ailleurs, des fois on me le dit, hein. C'est cash, mais c'est doux en même temps et c'est enveloppant. Par contre, voilà, on va pas dire que ça se fait en une fois, que ça se fait en 2 jours, qu'on va régler tout, voilà. Mais par contre, la numérologie, elle nous permet vraiment, c'est pragmatique, c'est concret. C'est un nombre, c'est ça, un nombre, c'est ça, un nombre, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur possible. Après, oui, on peut, comment dire, on peut interpréter, je trouve plus mes mots, interpréter d'une manière ou d'une autre, oui. Mais par contre, voilà, sinon on sait vraiment ce que ça veut dire selon l'endroit où c'est dans le thème. Et ça, mais c'est magique, c'est génial. Enfin, c'est magique, mais en même temps, c'est pas magique du tout. C'est magique parce que c'est un truc que quand on connaît pas, on sait pas que ça existe. Donc, ça, c'est trop cool. Par contre, ça n'a rien de magique, justement. C'est là où c'est très cartésien, et très pragmatique, et très cartésien. Voilà. Donc, on peut vraiment s'appuyer dessus euh, comme base et comme fondation justement pour tout recréer, reconstruire, etc. Nos croyances, tout ce qu'on a à reconstruire en fait, pour vraiment être en chemin vers le vrai soi, en quête de ses valeurs, mais surtout de ses aspirations et de tout ce qu'on va s'autoriser qu'on ne s'autorisait pas avant, parce que c'était pour faire plaisir à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, tout ce qui foutait la honte à un tel, à un tel, à un tel, tout ce qui était souffrant, hérité de la mère, du père, des grands-parents, tatitata. Mais quand on se libère de tout ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que, avec le Jansu, c'est pour ça que j'ai adoré le Jansu, avec l'eau, c'est aussi ce qui se passe. Parce qu'au contact de l'eau, qui a une mémoire cellulaire et dans laquelle on peut mettre une intention, que ce soit l'eau dans laquelle on baigne, que ce soit l'eau, celle qu'on boit, qu'on peut informer, que ce soit l'eau, je veux dire, dans ce soin du Jansu, où on va s'abandonner. Et là, pour l'ego et pour le lâcher prise, justement, le Jansu, c'est génial. Hein. Pour faire lâcher là, les petits trucs qui veulent pas lâcher. Rien de mieux que de faire une petite... Alors c'est soit de la flottaison, soit de l'immersion, normalement il y a un peu des deux, mais on écoute le corps, on respecte le corps, donc il y a un côté qui réharmonise et qui nous réconcilie aussi avec le corps, parce qu'on va retourner dans cette eau chaude qui nous parle de la décence, qui nous parle du fameux chaudron de notre maman, où tout a commencé, hein, parce que vous savez qu'il y a des blessures qu'on ressent, comme la blessure de rejet, qu'on ressent dès la conception, dès le ventre de la maman, pour les enfants qui n'ont pas été désirés, ou pas désirés par les deux ou par un des deux parents, ou simplement, enfin quand je dis pas désirés, c'est pas que les parents n'avaient pas d'amour, c'est que des fois ça pouvait être un problème financier, un problème de garde, un problème de devoir laisser un boulot, un problème de devoir déménager, etc. Quand on est arrivé à des moments où c'était pas forcément prévu, mais ça, le bébé déjà, il l'intègre, et c'est la mémoire cellulaire, et ça se passe déjà dans l'eau, dans le ventre de la maman. Et le Jansu, avec ses immersions, c'est un peu justement comme un état un peu d'hypnose, puisqu'on a les yeux fermés, on a le pince-nez,
on va aller dans un endroit, justement, dans des ondes où on accède déjà un petit peu à l'inconscient. J'aime penser, voilà, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être un peu comme une petite régression schématique. C'est pas forcé comme ça pouvait l'être fait peut-être dans certains courants ou auparavant. Mais voilà, on laisse faire, on laisse venir ce qui veut venir. Mais ça peut être d'un tel réconfort. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, soit qui se sont reconnectés à leur naissance. Moi, comme par hasard, dans ma première séance de Shansu, j'ai toussé, je me suis étouffée. Et comme par hasard, je suis née, et elle ne le savait pas, Stéphanie, je suis née étouffée avec le cordon, mais ça m'a libérée de quelque chose. C'est ça qui est génial. C'est pas pour revivre une souffrance de la naissance. Au contraire, c'est pour s'en libérer. Et c'est là que c'est génial. Et c'est là que l'eau intervient et permet de déprogrammer. Voilà. Et du coup, c'est un sacré accélérateur parce que c'est concret, là, du coup, dans l'incarnation, c'est concret. Une séance de Jansu, ça vous permet une déprogrammation la cellulaire, vraiment. Puis après, les suivantes, ben, c'est génial, quoi. C'est juste, c'est du câlin, c'est du réconfort, c'est de la consolation, c'est une reconnexion là dans cette eau chaude, mais on voudrait rester, on voudrait devenir un dauphin, quoi. On voudrait rester tout le temps, on voudrait avoir des branchies comme les poissons, respirer sur l'eau, dans l'eau. C'est extraordinaire. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que des fois les gens comprennent pas la numérologie, le Jansu, tatitata, mais en fait tout est lié. Tout est lié à la conscience, en fait, à l'éveil, à la conscience et à des outils qui permettent de transcender ça, de transmuter et de devenir qui on est vraiment. Je vous fais plein de bisous.